Les Antilles sont devenues une plaque tournante du trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Violence, corruption, économie parallèle, c'est un engrenage qui gangrène la société et une criminalité organisée que les autorités peinent parfois à endiguer. Alors pour une analyse en profondeur de la situation, nous avons invité Stéphane Quéré, criminologue, enseignant au Conservatoire national des arts et métiers, créateur du site crimeorg.com sur le site organisé. Il répond tout de suite aux questions de Bartholomé Simon, journaliste au Point. Le tout sous applaudissements nourris, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Boris. Bonsoir à tous, merci aux vaillants qui sont là pour cette dernière conférence, qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout. On est ravis de recevoir Stéphane Quéré, donc spécialiste de la criminalité organisée, pour parler des Antilles. Alors pour commencer, une question assez générale pour situer un petit peu les Antilles au niveau de la criminalité organisée, au niveau du narcotrafic. On parle souvent de zone rebond pour qualifier les Antilles. Donc, par rebond, comprendre rebond entre la cocaïne essentiellement produite donc, en Amérique du Sud, en Colombie, qui rebondit aux Antilles pour atterrir sur le marché européen. Est-ce que cette définition de zone rebond, elle est toujours valable aujourd'hui selon vous, ou est-ce que c'est une zone rebond, mais pas que? Ça peut être plus loin aujourd'hui. Bonsoir à tout le monde, merci de m'avoir invité. Alors le zone rebond, oui, c'est en fait les Antilles et la Guyane sont des zones de transit, mais pas seulement. Historiquement, c'est des zones de transit, tout simplement parce qu'ils sont à mi-chemin, pas géographiquement parlant, vous m'avez compris, entre les zones de production, l'Amérique du Sud notamment, la Colombie, et puis les zones de consommation en Europe, et notamment la France et les Pays-Bas, puisque les Pays-Bas ont aussi des territoires aux Antilles. Donc c'est une zone, de rebond, de stockage et puis aussi de conditionnement pour la drogue qui va partir par différents moyens, on va peut-être en parler, vers le marché européen, français et européen. Alors justement, sur ces moyens de faire parvenir la drogue en Europe, donc on a quoi? On a du fret aérien, du fret maritime, on voit de la cocaïne arriver dans nos ports en France, au Havre, à Dunkerque, on en parle beaucoup, chez nos voisins aussi, à Rotterdam, à Anvers. On a ce volet-là, et puis on a un phénomène qui est celui des mules. Je vais vous laisser rappeler un petit peu ce que c'est qu'une mule qui arrive par avion en Europe. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu quels sont les différents moyens d'acheminement de la poudre blanche jusqu'en Europe, et nous expliquer un petit peu au niveau des mules, qu'est-ce qui a été fait dans les aéroports aux Antilles et en Guyane pour essayer de lutter contre ce phénomène-là? Alors, en matière de moyens, oui, il y en a plusieurs. On a oublié de citer le colis postal, tout simplement. Donc là, il y a des petits réseaux qui existent. Là-dessus, ce n'est pas les plus importants. Le fret maritime également, très important aussi, qui nécessite souvent la corruption d'agents portuaires, que ce soit aux Antilles, Guyane ou en métropole. Et puis on a un phénomène de masse. Alors c'est vrai que les conteneurs transportent beaucoup de cocaïne par centaines de kilos et voire par tonnes. Les mules, eux, ils vont transporter, donc les mules sont les passeurs, ils vont passer quelques kilos à chaque fois. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mules, ce qui a entraîné plusieurs choses. D'abord, au début des années 2000, les Pays-Bas ont fait des contrôles très poussés sur les passagers qui venaient du Suriname, ancienne colonie néerlandaise. Et il y a eu un effet, ce qu'on appelle un effet ballon, c'est-à-dire qu'il y a eu un déplacement des flux de mules du Suriname vers la Guyane française. Il y a eu en 2022, là aussi, un renforcement, ce qu'on a appelé le 100% contrôle à l'aéroport de Cayenne, avec des interdictions du préfet de se représenter à l'aéroport. En un an, je crois qu'il y a eu 10 000 interdictions de se représenter. Donc ça a impacté le trafic. Mais ils s'adaptent facilement. Donc ils ont décidé, non pas de laisser tomber, mais se reporter sur d'autres aéroports, en Martinique et en Guadeloupe, où il y a eu encore à nouveau de renforcement des contrôles,
Et là, on a un phénomène qui se produit maintenant à Saint-Martin, qui va pousser les mules vers l'Europe. Donc ça, c'est la première chose. Il y a une baisse des interceptions de mules au départ de Cayenne, et donc, par nature, à l'arrivée aux aéroports parisiens. Et puis, il y a aussi un changement de nature, c'est-à-dire qu'avant 2022, c'est-à-dire avant les interdictions de paraître et le 100% contrôle, on constatait que 40% des mules passaient la cocaïne par leurs valises, donc dissimulées dans des valises. 30% c'était sur le corps, en général c'est scotché sur les parties du corps, et puis 30% qui restait, c'était incorporé. Donc, pour expliquer, les mules, on peut soit avaler la cocaïne, soit l'enfoncer. Je vous laisse à vos cours de biologie de 6e, je ne vais pas faire de description, mais la plupart du temps, on va ingérer la cocaïne. Ce qui s'est passé après 2022, c'est qu'on a une montée en puissance de ce mode de transport qui est évidemment par nature difficilement détectable, et on a maintenant 50% ou plus de 50% de gens qui ingèrent la cocaïne pour passer les frontières, ce qui entraîne un phénomène d'accident et d'overdose parfois mortels à bord des avions ou aux aéroports de départ ou d'arrivée. Il y a toujours beaucoup de mules qui passent chaque jour, finalement, parce que vous me disiez aussi en antenne que les trafiquants ont assez peu de scrupules par rapport à ça. C'est-à-dire que si une mule se fait toper, il peut y en avoir 10 autres sur le vol. Ça permet aux 10 autres de passer. Et donc, on en perd une, mais finalement, on en a 10 qui passent. Donc, on n'a pas grand-chose à perdre côté trafiquant. Donc, on continue à employer ce mode de fonctionnement. La production de cocaïne en Amérique du Sud est telle, et les marges sont telles que, oui, on peut se passer de quelques kilos qu'on va perdre. Alors, parfois, en effet, on perd la mule également. Soit elle est arrêtée, soit elle finit ses jours à l'hôpital ou à la morgue. Donc, on peut s'en passer. Il y a toujours la matière première, excusez-moi du terme. La paupérisation est telle en Guyane ou aux Antilles qu'on va trouver de la main-d'œuvre assez facilement, payer quelques milliers d'euros pour passer la drogue, au risque de leur vie. Et là, je ne parle que de la pauvreté dans les Antilles françaises ou en Guyane française. Dans le reste de l'Amérique du Sud, évidemment, il y a encore plus de pauvreté. Donc, on a encore plus de candidats. Et c'est un flux incessant qui peut arriver sur le territoire national. Oui. Alors, il y a quelque chose d'intéressant aussi aux Antilles, si on reste un petit peu dans la géographie locale, c'est que les Antilles sont un chapelet d'îles. Si on prend la Guyane, il y a aussi une partie du territoire qui est recouverte par la forêt amazonienne. Et donc, j'imagine que ça en fait un territoire assez difficile à contrôler, voire impossible peut-être à contrôler. On ne peut pas contrôler toutes les côtes d'une île. C'est un territoire où il y a beaucoup de trafic en tout genre du fait aussi de cette géographie. Comment on peut faire pour... Est-ce que la géographie rend impossible les contrôles liés au narcotrafic dans les Antilles? Alors, impossible, non. Et on en voit pour preuve les saisies de la Marine nationale pour 2025. Donc, il y a des très belles saisies. Mais en effet, que ce soit le territoire guyanais, c'est-à-dire l'Amazonie, le territoire est quasiment impossible à contrôler, malgré les efforts de l'armée française et de la gendarmerie pour le trafic de stupéfiants, certes, mais aussi pour leur paillage illégal, le trafic de bois, trafic d'espèces protégées, la pêche illégale au large. Oui, c'est un territoire qui est extrêmement difficile à contrôler. Et pour les Antilles, c'est un autre territoire, mais le trafic inter-îles, avec des problèmes en plus de juridiction entre les différentes îles, le trafic inter-îles est très important. Donc, si vous ne pouvez pas déposer la cocaïne directement en Martinique ou Guadeloupe, vous le déposez sur l'île d'à côté, et puis après, vous acheminez ça par bateau de pêche ou par d'autres moyens. Le trafic inter-îles est très important, que ce soit le trafic de stupéfiants, de cocaïne et de cannabis d'ailleurs, la contrebande de produits manufacturés, contrebande de cigarettes, c'est très difficile de contrôler. Ça, c'est évident. Oui. Et vous parlez des différentes juridictions, pays.
Comment ça se passe au niveau de la coopération entre pays sur le narcotrafic? Est-ce qu'il y a des dissensions stratégiques entre les pays? Parce qu'on expliquait, par exemple, que les Néerlandais au Suriname avaient appliqué beaucoup plus de contrôles par rapport aux mules 10 ans avant nous. Est-ce qu'on arrive à avoir une certaine uniformité au niveau de la stratégie entre pays sur le narcotrafic, ou est-ce que ça rend justement ça aussi plus compliqué, la situation plus difficile à gérer? Alors, c'est extrêmement... C'est à la fois... ça fonctionne plutôt bien en matière, par exemple, de forces armées. Il y a pas mal de collaboration entre les forces armées sur la région. Donc, forces armées en présence, on a les Français, on a les Néerlandais, on a les Anglais, on a les Américains. Alors, je ne parle pas des petites forces armées des pays de la région. Ils n'ont pas la capacité pour, la plupart du temps. Mais il y a plutôt une bonne collaboration. Le problème, ce qu'on constate dans les réunions internationales, c'est qu'on a une cassure, un mur entre les Antilles et les Caraïbes. Il n'y a pas de collaboration. On trouve visiblement, en tout cas, les Français sont plutôt absents quand il y a des réunions au niveau des Caraïbes. Et ils restent plutôt dans leur coin. Donc, il y a des efforts à faire. Pourquoi? On sait? J'ai pas la réponse. Est-ce que c'est la nature qui veut... Voilà, j'ai pas la réponse. En tout cas, c'est un constat dans les réunions de la communauté des États des Caraïbes. Sur ces questions-là, on croise pas ou peu de Français, mais il y a des efforts qui sont faits. Encore une fois, il y a une magistrate de liaison qui est installée à Sainte-Lucie. Il y a un autre magistrat qui est en Colombie et qui gère toute cette donnée-là. Il y a des efforts qui sont faits aussi du côté du ministère des Affaires étrangères, où les préfets ont maintenant un conseiller diplomatique à leur côté pour mettre de l'huile dans les rouages et traiter au mieux les relations avec les pays voisins. Oui, les pays voisins et leur criminalité, c'est assez important dans l'équation. En antenne, vous me parliez de certains acteurs du narcotrafic. Donc, il y a un trafiquant qui s'appelle Kevin Doré, par exemple, qui est, bon, pour le coup, est français, mais condamné, incarcéré, qui a joué un rôle important dans le narcotrafic aux Antilles. Mais il y a d'autres acteurs locaux voilà, autour des Antilles qui jouent un rôle important. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Parler des Brésiliens, notamment. Oui, alors les Brésiliens, pour m'arrêter quelques secondes sur Kevin Doré, c'est un petit revendeur de cannabis. En 2019, ou 2009, pardon, il se fait arrêter, c'est un petit dealer de cannabis. Il va en prison, et en prison, il croise d'autres trafiquants, des Colombiens, des Vénézuéliens. Quand il sort de prison, il s'installe à Paris et il monte sa société d'import-export et il va importer des centaines de kilos de cocaïne via le Havre et grâce à des dockers corrompus. Donc, c'est un cas de création de carnet d'adresse via la prison. Donc, on le laisse de côté. En Guyane, oui, on a l'apparition. Alors, ils étaient présents depuis les années 90 en Guyane, notamment pour leur paillage, des factions brésiliennes. Les factions brésiliennes, c'est les gangs brésiliens extrêmement puissants, notamment le Commando Vermelho, qui est là depuis les années 90, et est arrivé ensuite leur grand ennemi, le Primeiro Commando de la capitale, premier commando de la capitale, qui arrive à la fin des années 2010. Et c'est à ce moment-là qu'on constate une augmentation des homicides à Cayenne et dans le reste de la Guyane. Donc il y a ces factions qui sont très présentes en Guyane. On a des gangs de rue également en Guyane, guyanais ou surinamo-guyanais, qui existent, qui sont dans la communauté, qui sont également présents dans la communauté guyanaise en métropole, notamment le principal gang. On estime qu'il y a à peu près 50 à 60 gangs en Guyane, ce qui fait à peu près 500 membres, avec des implantations en France et avec des règlements de compte en France également. Il y avait eu un règlement de compte à Tours, par exemple. Donc il y a des gangs de rue en Guyane.
En Guadeloupe également, il y a des gangs qui sont plutôt importants, sections criminelles ou les chiens de la rue, qui ont un modèle qui se rapproche le plus des gangs américains, avec une projection dans le monde, dans l'économie légale, via des groupes de musique et via des vêtements également. Et puis, ils ont développé des efforts de solidarité et également d'activités socio-culturelles dans les quartiers défavorisés de Guadeloupe. Donc il y a une vraie stratégie de séduction de la population pour les inviter à se taire et aussi de recrutement. Oui. On a les gangs locaux, oui, guyanais et antillais, et on a aussi des gangs qui viennent notamment de Trinité et Tobago. C'est une grosse problématique d'Haïti, dominicains également. Donc il y a des gangs qui viennent des autres pays de la Caraïbe, des Antilles, qui sont également implantés sur le territoire français. Oui, parce qu'on parle de zone rebond, mais on peut aussi parler, j'imagine, de consommation locale. Il doit y avoir de la cocaïne, évidemment, qui est consommée aux Antilles, voire du crack. Il y a un vrai problème de crack. Qu'est-ce qui est consommé? Est-ce que le fait que les Antilles soient une zone rebond, ça a aussi augmenté la consommation sur place? Ça pose un vrai problème de sécurité, de santé publique, etc., comme on peut le voir en métropole aussi. C'est le problème de l'ensemble des pays de transit à travers le monde. On l'a constaté en Afrique de l'Ouest également. Qui dit zone de rebond, dit petite main qu'il faut payer. Alors on le paye plus en dollars qu'en euros, d'ailleurs, et on le paye aussi en cocaïne. Donc il y a une diffusion de la cocaïne via ces petites mains qui sont utilisées pour faire le trafic international, transnational. Donc oui, il y a une augmentation de la consommation dans les Antilles. Ceci dit, il y a des consommations, enfin, l'augmentation de la consommation de la cocaïne, on le constate partout. Elle est partout, liée à l'augmentation de la production de cocaïne en Colombie. Donc ce n'est pas seulement un problème antillais, il y a quand même ce problème de zone de rebond. On constate aussi le cannabis, qui est la drogue la plus consommée dans le monde. Et en France, au nombre d'utilisateurs, pas un nombre de revenus, le chiffre d'affaires de la cocaïne pour la première fois a dépassé celui du cannabis. Et on a aussi des problèmes de cannabis dans les îles, avec de cannabis légal, en tout cas cultivé légalement en Amérique du Nord, qui arrive, mais qui est en très bonne qualité visiblement. Et on a aussi un système de troc, d'échange entre la cocaïne produite en Amérique du Sud et la résine de cannabis qui est produite au Maroc, parce que en Amérique du Sud, et en Amérique du Nord aussi d'ailleurs, on a de l'herbe de cannabis, de la marijuana, mais on ne sait pas faire de la résine de cannabis. Les Marocains savent le faire. Voilà. Donc il y a un système de troc entre les cités parisiennes et les îles. Cocaïne, on estime que le taux de change actuellement, selon la qualité de la cocaïne ou du cannabis, c'est 1 kg de cocaïne contre 1 ou 2, jusqu'à 2,5 kg de résine de cannabis selon la qualité. Très bien. Merci beaucoup Stéphane Quéré. On va prendre vos questions. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on va prendre vos questions. Est-ce que vous avez des questions? C'est anonyme, hein, vous inquiétez pas. Hein, J'ai peut-être tout dit. Là où on vous passe le micro. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très intéressant le débat. Moi, je suis originaire des îles, Guadeloupe, Martinique. C'est vrai qu'on a parlé des îles françaises, on a parlé des îles anglophones. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de partenariat entre les îles françaises et les îles anglophones, sachant qu'on sait très bien que, par exemple, sur les îles comme Trinité et Tobago, vous avez des gangs, les gangs des Seven, des Nine, ces gangs-là, ils sont ramifiés jusqu'à Saint-Martin dans la partie hollandaise, jusqu'à Antigua aussi, et ils sont en collaboration aussi avec la Dominique, Sainte-Lucie. Pourquoi, au fait, l'État
n'a pas de coopération avec les îles anglophones via le Commonwealth. Pourquoi au fait, comment dire, pourquoi on sait très bien que la plupart du trafic de drogue, enfin de cocaïne, résine de cannabis, passe par le biais des îles. Pourquoi il n'y a pas de coopération avec ces îles-là pour arrêter et pour endiguer le trafic? Alors, je vais rebondir sur les gangs, parce que vous en avez cité en effet, gang de Trinité et Tobago qui commence à poser un problème aux Antilles et en Guyane. Faut noter aussi la célèbre Mokro Mafia des Pays-Bas, donc la mafia marocaine. C'est pas une mafia et c'est pas des Marocains, parce qu'il y a aussi beaucoup d'Antillais, notamment des Antilles néerlandaises, pardon, qui en font partie. Mais je suis un peu comme vous, c'est-à-dire j'ai fait le constat qu'en effet, les Caraïbes égale pas les Antilles et qu'il y a une espèce de mur. Alors j'espère que c'est pas un problème de langage, mais il y a la coopération CARICOM, etc., qui existe, et la France est peu encline pour l'instant, mais visiblement ce que affirme le ministère des Affaires étrangères, et on va le voir si ça se concrétise, veulent développer ces relations diplomatiques, que ce soit au niveau national ou au niveau local, entre les préfectures et les pays voisins. Mais pour l'instant, je suis un peu comme vous, je constate et je suis assez surpris de ce manque de coopération. Même si, voilà, je vous l'ai dit, il y a une magistrate de liaison installée à Sainte-Lucie, c'est pas pour rien. Je sais qu'on leur donne, on forme et on leur donne des chiens stupes. On peut noter qu'un des chiens stupes que la France a offert à Sainte-Lucie a été assassiné parce qu'il faisait trop son boulot, visiblement. Donc il y a des initiatives qui sont prises, mais je suis comme vous, je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'il y a une autre question? Profitez de la présence de notre expert Stéphane Quéré. Moi, j'ai une question par rapport à ce qui se passe actuellement ou ce qui s'est passé, c'est ici. Merci. Il y a, je crois, 2 semaines maintenant au Venezuela, sans chercher à faire de politique. Est-ce que ce qui s'est passé au Venezuela va déstabiliser la zone Caraïbe, qui est déjà bien enclin à des problèmes que vous venez de souligner? Alors, c'est encore trop tôt pour le dire. C'est pas tant un problème de capture de Maduro, c'est aussi un problème de bombardement des go-fast qui traversent la zone. Alors moi, je veux bien bombarder et foutre quelques centaines de kilos à la mer. En même temps, on a des problèmes de consommation de cocaïne chez les requins. Ceci n'est pas une blague. On l'a remarqué. Donc, qu'on coule les bateaux, à la rigueur, on tue quelques petites mains qui font ça pour gagner leur vie et subvenir à leurs besoins de la famille. Bon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Après, sur le long terme, sur la disparition de Maduro au Venezuela, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose à la stratégie locale. Mais c'est encore trop tôt pour le dire. Après, on a tous compris que alors, il est sans doute mouillé, en tout cas, il ferme les yeux sur le trafic de stupéfiants dans son état possible. Ce n'est pas non plus le plus grand trafiquant du coin. Je souligne aussi que l'année dernière a été condamné le Premier ministre des îles Vierges britanniques pour son implication dans le trafic de stupéfiants. Il est tombé avec sa chef des douanes. Donc ce n'est pas seulement dû à un affreux pays anticapitaliste comme le Venezuela. Les îles Vierges britanniques, sous contrôle de Londres, il y a aussi des problèmes. Mais je n'ai pas de réponse sur l'avenir du Venezuela et du rôle de Venezuela sur le trafic. Une dernière question? Monsieur, on vous passe un micro, on vous écoute. Bonsoir, messieurs. Je vois que vous êtes créateur et gestionnaire du site crimeorg.com. Ma question est simple. Est-ce que vous avez reçu des menaces? On a vu à Marseille, par exemple, le frère de quelqu'un qui combat le crime organisé est assassiné en pleine rue, à midi.
Mehdi Kessassi, oui. Et d'ailleurs, c'est un homicide d'intimidation qui vise son frère, qui a annoncé, je crois que cette semaine ou la semaine dernière, qu'il se lançait en politique sur les listes municipales. Non, pas de menace, tout simplement parce que mon site, c'est un site de veille. Donc, moi, je reprends les articles du Parisien, de France Anti ou d'autres, La Repubblica, etc. Donc je crains pas grand-chose. C'est-à-dire, je reprends juste les articles. Il n'y a pas de souci là-dessus. Non, ce qui est curieux, c'est que j'ai eu comme abonné, parce qu'on peut s'abonner à mon bulletin, vous pouvez aller voir sur le site, n'hésitez pas, j'ai eu comme abonné des gens issus du crime organisé, du grand banditisme. Savoir ce que font les collègues. Il y a un peu de ça. J'ai eu même la demande, ça ne s'est pas concrétisé, de la sœur d'un gros trafiquant international qui dit comment on peut faire. Alors mon frère est en prison, mais ça m'intéresse beaucoup. Donc c'était assez surprenant. Donc j'ai eu des abonnés, oui, du milieu corse, du milieu du côté de Montpellier et d'un gang de motards qui s'appelle les Bandidos sur la Côte d'Azur. Et par ailleurs, on peut noter aussi la présence du club de motards des Bandidos en Guyane française. Voilà. Donc merci. Merci de vous inquiéter, mais pour l'instant... Merci beaucoup. On peut applaudir Stéphane Quéré. Merci à vous de votre fidélité, d'être resté avec nous jusqu'au bout. Cette 5e édition s'achève. Merci de l'avoir suivi avec nous dans l'amphithéâtre, mais aussi derrière votre écran. Vous étiez très nombreux. Merci aux équipes techniques, à la rédaction du Point, à l'ensemble de nos partenaires pour leur fidélité. Merci surtout à vous. C'est à vous qu'on dit un grand merci d'avoir fait de cet événement un succès. Et enfin, si vous aimez la science et si le cœur vous en dit, je vous informe que notre prochain événement se tiendra les 18 et 19 février prochains. Il s'agit du Paris-Saclay Summit. À bientôt. Bon retour chez vous. Merci encore.